Madame, monsieur, bonsoir. Journée de vote, bien sûr. Mais sur le plan climatique, une journée maussade. Et une constatation curieuse, il n'y a pas beaucoup plus d'électeurs, il y en a même moins dans certaines localités qui soient allés aux urnes cette semaine par rapport à dimanche dernier. Ministère de l'Intérieur, voyons tout de suite où on en est de la participation. Eh bien, ici au ministère de l'Intérieur, Jean Lanzy, nous n'avons pour l'instant que les chiffres de participation à 17 heures pour l'ensemble du territoire. À 17 heures, 63,86% des électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote. La semaine dernière, à la même heure, le chiffre, je vous le rappelle, était de 63,08. Vous le voyez, un écart très léger. On peut noter cependant qu'on a voté davantage dans les grandes villes où le scrutin était serré, alors que dans les petites villes, dans les petites communes, la participation était légèrement inférieure à celle de la semaine dernière. Oui, mais Jean-Louis Le Seine, vous avez le chiffre de Paris à 16h30 ? Non, nous ne l'avons pas. Eh bien, je vous le donne. Paris a voté ce dimanche à 51,6% contre 52,2% dimanche dernier à la même heure, 16h30. Alors c'est à suivre, bien sûr. Jean-Marie Cotterêts, comment allons-nous visualiser les résultats tout à l'heure ? Eh bien, voici le décor qui vous permettra de mieux comprendre le déroulement de ce deuxième tour des municipales. D'abord, dès que nous l'obtiendrons, vous voyez là, sur votre écran, la répartition des mairies pour le premier tour, entre la majorité et l'opposition. Nous obtiendrons le même graphique pour le deuxième tour et pour les résultats globaux, je l'espère, assez rapidement. Ensuite, nous avons la courbe des abstentions. Nous l'adresserons pour le deuxième tour dès que nous le pourrons, oui. Et on pourra peut-être percer le mystère écologique. Et puis Paris. Paris avec ses secteurs, à chaque fois que nous obtiendrons un résultat pour un secteur, nous afficherons le nombre de conseillers obtenus pour la majorité et l'opposition. Enfin, deux cartes de France. Pour ceux qui ont la couleur sur fond rouge, pour l'opposition, oui. Et sur fond bleu pour la majorité. Voilà. Et là encore, dès que les résultats tomberont, on affichera les villes avec le pourcentage démographique également. Vous aurez donc une vision à la fois démographique et géographique des résultats. Des mots géographiques. Des mots géographiques. Voilà. Le décor est planté, maintenant c'est aux acteurs de jouer. Sur le plan de l'anecdote, nous noterons que la doyenne des Français, Madame Caroline Campistron, âgée de 110 ans, a voté, toujours très alerte, dimanche matin, ce matin donc au 11e bureau de Rochefort en Charente-Maritime. Et puis, ce n'est pas de l'anecdote, là c'est peut-être le maire pour les communes de plus de 30 000 habitants qui sera le plus jeune de France. Il s'agit de Gérard Caudron du Parti Socialiste qui a été désigné par son conseil municipal à Villeneuve d'Ascq dans le Nord. Mais bien sûr, cela ne vaut que pour les communes de 30 000 habitants et plus qui avaient déjà leur conseil municipal formé au premier tour. En matière d'élections, à l'étranger, des surprises en Inde. L'issue des élections générales en cours de dépouillement paraît très incertain pour Madame Gandhi. Son parti, le Parti du Congrès, serait mis en minorité par le Parti du Peuple, le Janata. C'est un parti d'opposition qui regroupe 4 formations non communistes. La plupart des candidats de ce parti avaient été emprisonnés au moment de l'état d'urgence et ont été libérés il y a 2 mois, à peine le temps de préparer leur campagne. Il est encore trop tôt pour dire si dans sa circonscription, Madame Indira Gandhi elle-même est réélue. Dans la sienne, en tout cas, le fils du Premier ministre, Sanjay Gandhi, est pour l'instant distancé par le candidat d'opposition. À 18h, heure de Paris, 17h GMT, le parti Janata a 34 députés et le parti du Congrès de Mme Gandhi 27 sur un total attribué de 66. Il y a un Indien marxiste et 4 autres députés qui ont été désignés à cette heure-là. En Allemagne, ce week-end, de nouvelles manifestations sur un chantier de centrale nucléaire. Les tribunaux locaux ont déjà obtenu l'arrêt des travaux de 2 centrales, l'une en Allemagne du Nord et l'autre sur le Rhin. Eh bien, hier, c'est en Basse-Saxe, sur les bords de la Vézère, que se sont regroupés plusieurs milliers de manifestants. 10 000 manifestants à l'assaut du chantier de la centrale nucléaire de Grande. Cela se passait hier en tout début d'après-midi. Les 17 hectares du chantier avaient été transformés en un véritable camp retranché par les forces de l'ordre et la progression des manifestants suivie par des hélicoptères. 5000 policiers armés de matraques et de boucliers avaient été envoyés sur place pour défendre l'enceinte de l'usine, ceinturés de fils de fer barbelés et entourés d'un fossé de 3 mètres de large. Parmi les écologistes qui formaient la majorité des manifestants, un noyau plus dur échappant au contrôle des organisateurs réussit un instant à pénétrer à l'intérieur du chantier. Mais les assaillants furent finalement repoussés par les forces de l'ordre, utilisant notamment des canons à eau et des gaz lacrymogènes.
En fin d'après-midi, on dénombrait environ 200 policiers et 80 manifestants blessés, plus ou moins gravement atteints. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées. Ces affrontements sont sans doute les plus durs qui se soient produits en Allemagne fédérale depuis le début des manifestations antinucléaires l'année dernière. Les bébés phoques. La campagne de chasse en est à son 6e jour. Le gouvernement canadien a fixé à 97 100 le total des animaux à tuer, total qui ne devra pas être dépassé pour cette campagne. Mais c'est une interdiction totale que veulent les représentants des organisations écologistes présentes sur les lieux, Greenpeace, le Fonds pour la défense de la vie animale de Brian Davis et la fondation du Suisse Franz Weber. Pour ces organisations, pour Brigitte Bardot, qui vient de passer 5 jours sur place, cette chasse est un massacre. Vous savez qu'elle consiste à assommer les phoques trop jeunes pour plonger dans les eaux glacées, trop jeunes pour s'échapper, et à les dépecer aussitôt, à leur retirer leur fourrure. C'est une pratique séculaire, une source de revenus, à laquelle les Norvégiens et les Canadiens intéressés ne veulent pas renoncer. Les autorités locales, en but aux critiques internationales, se bornent à limiter l'étendue de la chasse sans l'interdire. L'une des équipes d'Antenne 2, formée de messieurs Wroniki, Bougrain-Dubourg et Ricou, a réalisé sur place un reportage qui sera diffusé samedi prochain à 17h10 dans l'émission Des animaux et des hommes de Louis Roland-Nel. Vous pensez que la cause que vous défendez va être entendue? Oh là là, j'espère, mon Dieu. C'est tout ce que je souhaite. Il faut qu'elle soit entendue. De toute façon, maintenant, ça suffit. Le monde entier est révolté, est écœuré. Moi, j'ai fait ce voyage. Moi qui ai horreur de voyager et qui ai peur de l'avion et tout ça, je l'ai fait pour les bébés phoques, en me disant que peut-être que le fait que je me déplace, ça allait faire un mouvement de foule, de houle, de boycottage de ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Bon, vous avez agi de Paris également, vous avez écrit différentes lettres. Quels sont les résultats? J'ai écrit en premier à mon président de la République, M. Giscard d'Estaing, qui a répondu en interdisant maintenant l'importation des fourrures de phoques en France, et ça c'est formidable, bravo. Et puis j'ai écrit à la reine d'Angleterre en lui demandant de faire la même chose. Et puis j'ai écrit au président Carter. Vous hésitez à aller sur la banquise, pourquoi? Non, je vais y aller, mais je ne pourrais pas assister au massacre parce que c'est ignoble. C'est ignoble. Vous pensez qu'il faut le montrer pourtant? Il faut le montrer, oui. Moi, je l'ai vu en film, mais le voir en film et le voir en naturel, je crois que c'est deux choses très différentes. Et je crois que malgré le courage qui m'anime et la volonté d'arriver à quelque chose, je ne pense pas que le fait que j'assiste à cette horreur change quoi que ce soit. Et moi, ça me rendra, je crois, malade. Brigitte Bardot, on avait le sentiment que vous aviez un peu décroché en faveur des animaux. Ça repart? J'ai jamais décroché en faveur des animaux. J'ai décroché en faveur de bureaucratie et de papier et de paperasse et d'histoires idiotes qui ont fait partie de la fin de ma fondation. Mais moi-même, je m'occuperai toujours des animaux toute ma vie. Des attentats en France. 800 grammes de plastique déposés la nuit dernière à Ajaccio dans une station essence. Les dégâts sont très importants, mais les cuves renfermant le carburant n'ont pas été atteintes. À Rennes, aux petites heures ce matin, un bâtiment administratif de l'électricité de France a été sérieusement endommagé par l'explosion d'une bombe. Le Front de libération de la Bretagne, FLB-ARB, a revendiqué cette action qui prend place à la veille de la comparution devant la Cour de sûreté de l'État de 7 autonomistes bretons. Le tiercé du jour à Auteuil s'est couru aujourd'hui dans le prix Hypothèse. Mais c'est en fait une confirmation qu'ont eu les spécialistes en voyant gagner Mistigri, un jeune cheval plein d'avenir. C'était sa 2e course, c'est sa 2e victoire. Il reste 1000 mètres à parcourir. Les 18 concurrents du prix Hypothèse sont bien groupés. Rien n'est joué. En tête, Wangler le 14 mène depuis le départ, suivi de Cessez-le-Feu, Anzy et Royalski. À la sortie du dernier tournant, Wangler faiblit légèrement. Cessez-le-Feu et Maleficus le 7, casaque bleu, toque bleue, sont tout prêts. À droite de votre écran apparaît une casaque verte, c'est celle du futur lauréat Mistigri. Après le saut de l'avant-dernier obstacle, Maleficus possède un léger avantage sur Cessez-le-Feu, Mistigri qui continue à se rapprocher, tout près suit Tonito Pitti le cheval gris. Radford et Morotai tombent. C'est donc sur le plat que tout va se jouer. Maleficus se défend magnifiquement. Cessez-le-Feu ne s'avoue pas vaincu, mais la classe de Mistigri va parler. Encore 200 mètres de course. Mistigri, complètement à droite de votre écran, démarre. Il se détache aussitôt
poursuivi par Maleficus, et à gauche Tony Topiti. Mistigri disparaît complètement, mais rassurez-vous, il a bel et bien gagné. Tony Topiti sera deuxième d'extrême justesse, devant l'outsider Maleficus. Les exploits sportifs de cette fin de semaine ont été bien sûr le Grand Chelem du 15 de France, la victoire de nos trésistes sur les Anglais cet après-midi. En cyclisme, le sprint victorieux du champion de Hollande, Raas, ce qui lui a permis d'enlever hier Milan-San Remo. Et en ski, aujourd'hui, le brio d'Ingemar Stenmark, vainqueur du slalom d'Ar chez lui, en Suède, ce qui lui vaut la victoire finale dans la Coupe du Monde de ski alpin. Mais voici du Brésil l'exploit inattendu, celui de l'Américain Steve McPeak, au nom prédestiné. C'est un fil de ferriste qui n'a rien trouvé de mieux pour qu'on parle de lui jusqu'à ce côté-ci de l'Atlantique que d'effectuer la traversée aérienne entre le mont Urca, l'un des monts du Corcovado, sur lequel se trouve le Christ bien connu, et le pain de sucre à l'entrée de la baie de Rio de Janeiro. L'affaire se complique quand on sait qu'il y a une différence de plusieurs centaines de mètres entre un sommet et l'autre, environ 500 mètres. Je parle d'altitude. Et vous le voyez, l'entreprise de M. McPeak est aussi difficile sur le plan de l'équilibre que sur celui de l'ascension. Mais une fois passés les drapeaux brésiliens et américains au milieu du parcours, le balancier bien en main, l'audacieux a pris son rythme, il conserve son souffle et il va arriver au sommet du Corcovado aussi souriant que vous quand vous empruntez le funiculaire. Un petit exercice d'assouplissement. Ce que vous remarquez sur la tête de M. McPeak, c'est une antenne qui lui permet de communiquer. Il faisait beau à Rio, il fait un peu plus frais sur la France pour le début du printemps. La nuit prochaine, le thermomètre va descendre un peu plus bas que la nuit dernière. Demain, du nord au centre du pays, le temps restera frais après les gelées et les brumes de fin de nuit. Dans la moitié sud, après quelques belles éclaircies, surtout sur le Languedoc et le Roussillon, le ciel sera souvent nuageux. Il neigera au-dessus de 800 mètres et il pleuvra par-ci par-là, comme c'était le cas aujourd'hui sur la Côte d'Azur, où l'on a même dû reporter le match de Coupe de France Nice-Villemomble, car le terrain a été détrempé. Voilà les nouvelles, reste à faire le bilan des élections municipales.